Tiens-livre, les podcasts, Ronnie est né, La mort de la Terre, écrit en 1910. Un texte composé de 12 chapitres. Dans le premier épisode, les 2 premiers, ça dure 1 heure. Deuxième heure, les chapitres sont plus brefs. On commence au 3. Titre, La planète homicide. Ces planeurs parurent frôler la dent de pourpre inclinée sur l'abîme. Une ombre orange les enveloppait, puis ils s'argentèrent au soleil zénithal. « Les messagers des terres rouges !» s'écria Mano. Il n'apprenait rien à ses compagnons de route, aussi bien ses paroles n'étaient qu'un cri d'appel. Les 2 escadrilles hâtèrent leur marche. Bientôt, les masses pâles s'abaissèrent vers les pennes émeraudes des hautes sources. Des salutations retentirent, suivies d'un silence. Les cœurs étaient lourds. On n'entendait que le ronflement léger des turbines et le froissement des pennes. Tous sentaient la force cruelle de ces déserts où ils semblaient scier en maîtres. À la fin, Targ demanda d'une voix craintive « Connaît-on l'importance du désastre ?» « Non, » répondit un pilote au visage bistre. « On ne le connaîtra pas avant de longues heures. On sait seulement que le nombre des morts et des blessés est considérable. Et ce ne serait rien, mais on craint la perte de plusieurs sources. » Il pencha la tête avec une calme amertume. Non seulement la récolte est perdue, mais beaucoup de provisions ont disparu. Toutefois, s'il n'y a pas d'autre secousse, avec l'aide des hautes sources et de la dévastation, nous pourrions vivre pendant quelques années. La race cessera provisoirement de se reproduire. Peut-être n'aurons-nous à sacrifier personne. Un moment encore, les escadrilles volèrent de conserve, puis le pilote au visage bistre changea la direction. Ceux des terres rouges s'éloignèrent. Ils passèrent parmi les pics redoutables, au-dessus des gouffres, et le long d'une pente qui eut, jadis, été couverte de pâturages, et maintenant les ferromagnétos y multipliaient leur descendance. Ce qui prouve, songea Targ, que ce versant est riche en ruines humaines. De nouveau, ils planèrent sur les vallées et les collines. Vers les 2/3 du jour, ils se trouvaient à 300 kilomètres des terres rouges. « Encore 1 heure !» s'écria Mano. Targ fouilla l'espace avec son télescope. Il aperçut, indécises encore, l'oasis et la zone écarlate à qui elle avait emprunté son nom. L'esprit d'aventure, engourdi après la rencontre des grands planeurs, se réveilla dans le cœur du jeune homme. Il accéléra la vitesse de sa machine et devança Mano. Des vols d'oiseaux tournoyaient sur la zone rouge. Plusieurs s'avancèrent vers l'escadrille. À 50 kilomètres de l'oasis, ils affluèrent. Leur mélopée confirmait le désastre et prédisait des secousses imminentes. Targ, le cœur serré, écoutait et regardait sans pouvoir articuler une parole. La terre désertique semblait avoir subi la morsure d'une prodigieuse charrue. À mesure qu'on approchait, l'oasis montra ses maisons effondrées, son enceinte disloquée, les récoltes presque englouties, de misérables fourmis humaines grouillant parmi les décombres. Soudain, une immense clameur déchira l'atmosphère. Le vol des oiseaux se brisa étrangement. Un effrayant frisson secoua l'étendue. La planète homicide consommait son œuvre. Seuls Targ et Arva avaient poussé un cri de pitié et d'horreur. Les autres aviateurs continuaient leur route avec la tristesse calme des derniers hommes. L'oasis fut là. Elle retentissait de plaintes sinistres. On voyait courir, ramper ou panteler de pitoyables créatures. D'autres demeuraient immobiles, frappées par la mort. Parfois, une tête sanglante semblait sortir du sol. Le spectacle devenait plus hideux à mesure qu'on discernait mieux les épisodes. Les 9 planèrent incertains.
Mais le vol des oiseaux, d'abord enfiévré par l'épouvante, s'harmonisait. Aucune autre secousse n'était prochaine. On pouvait atterrir. Quelques membres du Grand Conseil reçurent les délégués des hautes sources. Les paroles furent rares et rapides. Le nouveau désastre exigeant toutes les énergies disponibles, les 9 se mêlèrent aux sauveteurs. Les plaintes parurent d'abord intolérables. Des blessures atroces avaient raison du fatalisme des adultes. Les cris des enfants étaient comme l'âme stridente et sauvage de la douleur. Enfin, les anesthésiques apportèrent leur aide bienfaisante. L'ardente souffrance sombra au fond de l'inconscient. On n'entendait plus que des clameurs éparses, les clameurs de ceux qui gisaient dans les profondeurs des ruines. Une de ces clameurs attira Targ. Elle était craintive, non douloureuse. Elle avait un charme énigmatique et frais. Longtemps, le jeune homme ne put la situer. Enfin, il découvrit un creux d'où elle jaillissait plus nette. Des blocs arrêtaient le veilleur et qu'il se mit à écarter avec prudence. Il lui fallait constamment interrompre le travail devant les menaces sourdes du minéral. Des trouées se formaient, brusques, des pierres s'éboulaient, ou bien on entendait des vibrations suspectes. La plainte s'était tue. La tension nerveuse et la fatigue couvraient de sueur et les tempes de Targ. Soudain, tout sembla perdu. Un pan de paroi croulait. Le fouilleur, se sentant à la merci du minéral, baissa la tête et attendit. Un bloc le frôla. Il accepta la destinée. Mais le silence et l'immobilité se refirent. Levant les yeux, il vit qu'une grande cavité, presque une caverne, s'était ouverte vers la gauche. Dans la pénombre, une forme humaine était étendue. Le jeune homme enleva péniblement l'épave vivante et sortit des décombres à l'instant où un nouvel éboulement rendait le boyau impraticable. C'était une jeune femme ou une jeune fille, vêtue du maillot argentin des terres rouges. Avant toute chose, la chevelure émut le sauveteur. Elle était de cette sorte lumineuse que l'atavisme ramenait à peine une fois par siècle chez les filles des hommes. Éclatante comme les métaux précieux, fraîche comme l'eau jaillissant des sources profondes, elle semblait un tissu d'amour, un symbole de la grâce qui avait paré la femme à travers les âges. Le cœur de Targ se gonfla. Un tumulte héroïque emplissait son crâne. Il entrevit des actions magnanimes et glorieuses qui ne s'accomplissaient plus jamais parmi les derniers hommes. Et tandis qu'il admirait la fleur rouge des lèvres, la ligne délicate des joues et leur pulpe nacrée, 2 yeux s'ouvrirent qui avaient la couleur des matins, quand le soleil est vaste et qu'une haleine douce court sur les solitudes. Fin du chapitre 3, on passe au 4. Dans la terre profonde. C'était après le crépuscule. Les constellations avivaient leurs flammes fines. L'oasis taciturne cachait sa détresse et ses douleurs. Et Targ promenait une âme fiévreuse près de l'enceinte. L'heure était affreuse pour les derniers hommes. Successivement, les planétaires avaient annoncé d'immenses désastres. La dévastation était détruite. Aux 2 équatoriales, à la grande combe, au sable bleu, les eaux avaient disparu. Elle décroissait aux hautes sources. L'oasis claire et le val de soufre annonçaient ou des secousses ruineuses, ou des fuites rapides du liquide. L'humanité entière subissait le désastre. Targ franchit l'enceinte en ruine. Il entra dans le désert, muet et terrible. La lune, presque pleine, rendait invisibles les plus faibles étoiles. Elle éclairait les granites rouges et les piles violettes des ferromagnétaux. Une phosphorescence pâle ondulait par intervalles, signe mystérieux de l'activité des nouveaux êtres. Le jeune homme avançait dans la solitude, inattentif à sa grandeur funèbre. Une image brillante dominait les navrements de la catastrophe. Il emportait comme un double de la chevelure vermeille.
L'étoile Véga palpitait ainsi qu'une prunelle bleue. L'amour devenait l'essence même de sa vie, et cette vie était plus intense, plus profonde, prodigieuse. Elle lui révélait dans sa plénitude ce monde de beauté qu'il avait pressenti et pour lequel il valait mieux mourir que de vivre pour le morne idéal des derniers hommes. Par intervalles, comme un nom devenu sacré, le nom de celle qu'il avait retirée des décombres venait à sa lèvre, Hérée. Dans le farouche silence, le silence du désert éternel, comparable au silence du grand éther où vacillaient les astres, il avançait encore. L'air était immobile autant que les granites. Le temps semblait mort, l'espace se figurait un autre espace que celui des hommes, un espace inexorable, glacial, plein de mirages lugubres. Pourtant, une vie était là. Abominable d'être celle qui succéderait à la vie humaine. Sournoise, terrifique, inconnaissable. 2 fois, Targ s'arrêta pour voir agir les formes phosphorescentes. La nuit ne les endormait point. Elles se déplaçaient pour des fins mystérieuses. La façon dont elles glissaient sur le sol ne s'expliquait par aucun organe, mais il se désintéressait vite d'elles. L'image d'Hérée l'entraînait. Il y avait une relation confuse entre cette marche dans la solitude et l'héroïsme éveillé dans son âme. Il cherchait confusément l'aventure impossible, l'aventure chimérique, la découverte de l'eau. L'eau seule pouvait lui donner Hérée. Toutes les lois de l'homme la séparaient d'elle. Hier encore, il aurait pu la rêver pour épouse. Il suffisait qu'une fille des hautes sources fût en échange accueillie aux terres rouges. Après la catastrophe, l'échange devenait impossible. Les hautes sources recevraient des exilés, mais en les condamnant au célibat. La loi était inexorable. Targ l'acceptait comme une nécessité supérieure. La lune fut claire. Elle étalait son disque de nacre et d'argent sur les collines occidentales. Hypnotisé, Targ se dirigeait vers elle. Il vint dans un terroir de roches. La trace du désastre y restait. Plusieurs étaient renversés, d'autres fendus. Partout, la terre siliceuse montrait des crevasses. « On dirait, murmurait le jeune homme, que la secousse a atteint ici sa plus grande violence. Pourquoi ?» Son rêve s'éloignait un peu, l'ambiance excitait sa curiosité. « Pourquoi ?» se redemanda-t-il. Oui, pourquoi ? Il s'arrêtait à chaque moment pour considérer les rocs et aussi par prudence. Ce sol convulsé devait être plein de pièges. Une exaltation étrange le saisit. Il songea que si une route existait vers l'eau, il s'arrêtait à chaque moment pour considérer les rocs, et aussi par prudence. Ce sol convulsé devait être plein de pièges. Une exaltation étrange le saisit. Il songea que si une route existait vers l'eau, il y avait bien des chances pour qu'elle se décelât dans cet endroit si profondément remanié. Ayant allumé la radiatrice qu'il ne quittait jamais en voyage, il s'engagea dans des fissures ou des corridors. Tous se rétrécissaient rapidement ou se terminaient en cul-de-sac. À la fin, il se trouva devant une fente médiocre, à la base d'une roche haute et très large, que les secousses n'avaient que faiblement entamée. Il suffisait d'examiner la cassure par endroits étincelante comme du cristal pour deviner qu'elle était récente. Targ, la jugeant négligeable, allait s'éloigner. Des scintillations l'attirèrent. Pourquoi ne pas l'explorer ? Si elle était peu profonde, il n'aurait que quelques pas à faire. Elle se révéla plus longue qu'il ne l'eût espéré. Néanmoins, après une trentaine de pas, elle commença de se rétrécir. Bientôt, Targ crut qu'il ne pourrait aller plus loin.
Il s'arrêta, il examina scrupuleusement les détails des murailles. Le passage n'était pas encore impossible, mais il fallait ramper. Le veilleur n'hésita guère. Il s'engagea dans un trou dont le diamètre excédait à peine la largeur d'un homme. Le passage, sinueux, semé de pierres aiguës, devint plus étroit encore. Targ se demanda s'il lui serait possible de revenir en arrière. Il était comme encastré dans la terre profonde, captif du minéral, petite chose infiniment faible qu'un seul bloc réduirait en particules, mais la fièvre de la chose commençait, palpitait en lui. S'il abandonnait la tâche, avant qu'elle ne fût tout à fait impossible, il se haïrait et se mépriserait ensuite. Il persévéra. Les membres trempés de sueur, il avança longtemps dans les entrailles du roc. À la fin, il eut une défaillance. Les battements de son cœur, qui faisaient comme un grand bruit d'ailes, s'affaiblirent. Il n'y eut plus qu'une palpitation chétive. Le courage et l'espoir tombèrent comme des fardeaux. Quand le cœur reprit quelque force, Targ se jugea ridicule d'être engagé dans une aventure aussi primitive. Ne serais-je pas un fou? Il commença de ramper en arrière. Alors, un désespoir atroce l'accabla. L'image de Hérée se dessina si vive qu'elle semblait être avec lui dans la fissure. Ma folie vaudrait encore mieux que l'affreuse sagesse de mes semblables. En avant! Il recommença l'aventure. Il joua sauvagement sa vie, résolu à ne s'arrêter que devant l'infranchissable. Le hasard parut favorable à son audace. La crevasse s'élargit. Il se trouva dans un haut corridor de basalte dont la voûte semblait soutenue par des colonnes d'anthracite. Une joie aiguë le saisit. Il se mit à courir. Tout parut possible. Mais la pierre est aussi pleine d'énigmes que jadis la forêt verte. Soudain, le couloir se termina. Targ se trouva devant une muraille ténébreuse dont la radiatrice tirait à peine quelques reflets. Néanmoins, il ne cessait d'explorer les parois, et il découvrit, à 3 mètres de hauteur, l'ouverture d'une autre crevasse. C'était une fente un peu sinueuse, inclinée d'environ 40 degrés sur l'horizontale, assez large pour admettre le passage d'un homme. Le veilleur la considérait avec un mélange de joie et de désappointement. Elle attirait sa chimérique espérance, puisque enfin la voie n'était pas définitivement close. Par ailleurs, elle se manifestait décourageante, puisqu'elle reprenait vers le haut. Si elle ne redescend pas, il y a plus de chances qu'elle me ramène à la surface que dans le sous-sol, grommela l'explorateur. Il eut un geste d'insouciance et de défi, un geste qui lui était étranger, comme à tous les hommes actuels, et qui répétait quelque geste ancestral. Puis il se mit en devoir d'escalader la paroi. Elle était presque verticale et lisse, mais Targ avait emporté l'échelle en fibre d'Arcom que les aviateurs n'oubliaient jamais. Il la tira de son sac d'outils. Après avoir servi à plusieurs générations, elle était aussi souple et solide qu'au premier jour. Il déroula sa fine et légère structure, et la saisissant par le milieu, il lui imprima l'élan utile. C'était un mouvement qu'il exécutait dans la perfection. Les crochets qui terminaient l'échelle s'agriffèrent sans peine au basalte. En quelques secondes, l'explorateur atteignit la fente. Il ne put retenir un cri de mécontentement, car si la crevasse était parfaitement praticable, en revanche elle remontait par une pente assez forte. Tant d'efforts auraient donc été vains. Toutefois, ayant replié l'échelle, Targ s'engagea dans la fissure. Les premiers pas furent pénibles, puis le terrain s'aplanit, un couloir se montra où plusieurs hommes auraient pu marcher de front. Malheureusement, la pente montait toujours. Le veilleur supputa qu'il devait se trouver à une quinzaine de mètres au-dessus du niveau de la plaine extérieure. Le voyage souterrain devenait une ascension. Il marcha vers le dénouement, quel qu'il fût, avec une tranquille amertume et tout en se reprochant la folle aventure. Qu'avait-il fait pour aboutir à une découverte qui dépasserait en importance tout ce qu'avaient trouvé les hommes depuis des centaines de siècles? Suffirait-il qu'il eût un caractère chimérique, une âme plus révoltée que les autres?
pour réussir là où l'effort collectif, appuyé d'un outillage admirable, avait échoué? Une tentative comme la sienne ne réclamait-elle pas une résignation et une patience absolue? Distrait, il ne s'apercevait pas que la pente se faisait plus douce. Elle était devenue horizontale lorsqu'il se réveilla avec un grand sursaut. À quelques pas devant lui, la galerie commençait à descendre. Elle descendit régulièrement sur une longueur de plus d'1 kilomètre, large, plus approfondie au milieu que sur les bords. La marche y était généralement commode, à peine interrompue par quelques blocs ou par quelques fissures, sans doute à quelque époque lointaine. Un cours d'eau souterrain s'y frayait passage. Cependant, les déblais s'accumulèrent, parmi lesquels il en était de récents, puis l'issue parut de nouveaux bouchers. La galerie ne s'arrêtait pas ici, fit le jeune homme. Ce sont des remaniements de l'écorce terrestre qui l'ont interrompu. Mais quand? Hier? Il y a 1000 ans? Il y a 100 000 ans? Il ne s'arrêta pas à examiner les éboulis, parmi lesquels il eût reconnu la trace de convulsions récentes. Toute sa perspicacité se concentrait à découvrir un passage. Il ne tarda pas à apercevoir une fissure, étroite, haute, dure, hérissée, rebutante. Elle ne le trahit point. Il retrouva sa galerie. Elle continuait à descendre, toujours plus spacieuse. À la fin, sa largeur moyenne atteignait plus de 100 mètres. Les derniers doutes de Targ s'évanouirent. Un véritable fleuve souterrain avait jadis coulé là. A priori, cette conviction était encourageante. À la réflexion, elle inquiétait l'oasite. De ce que l'eau avait jadis abondé, il ne s'ensuivait aucunement qu'elle fût prochaine. Au contraire, toutes les sources actuellement utilisées se trouvaient loin des endroits où le liquide de vie avait afflué. C'était presque une loi. À 3 reprises encore, la galerie parut finir en cul-de-sac. Chaque fois, Targ retrouva un passage. Elle se termina, cependant. Un trou immense, un gouffre, apparut aux yeux de l'homme. Là, et triste, il s'assit sur la pierre. Ce fut un moment plus terrible que lorsqu'il rampait là-haut, dans une galerie étouffante. Toute nouvelle tentative serait une amère folie. Il fallait revenir. Mais son cœur se révolta contre sa pensée. L'âme des aventures s'éleva, accrue par l'étonnant voyage qu'il venait de faire. Le gouffre ne l'épouvantait plus. « Et quand il faudrait mourir, s'écria-t-il. Déjà, il s'engageait entre des pointes de granit. Abandonné à des inspirations rapides, il était descendu par miracle à une profondeur de 30 mètres lorsqu'il fit un mouvement et bascula. « Fini !» soupira-t-il, et il s'écroula dans le vide. Fin du chapitre 4. On avance. Chapitre 5. Au fond des abîmes. Un choc l'arrêta. Non le choc raide de sa chute sur le granit, mais un choc élastique, assez violent toutefois pour l'étourdir. Quand il reprit conscience, il se trouva suspendu dans la pénombre et se tâtant, il découvrit qu'une saillie avait accroché son sac d'outils. Les courroies du sac, rattachées à son torse, le retenaient. Faite comme son échelle en fibre d'arcom, il savait qu'elle ne céderait point. En revanche, le sac pouvait se détacher de la saillie. Targ se sentait étrangement calme. Il calcula sans hâte ses chances de perte et de salut. Le sac embrassait la saillie près de l'attache des courroies, en sorte que la prise était bonne. L'explorateur tâta la paroi rocheuse. Outre la saillie, sa main rencontra des surfaces raboteuses, puis le vide. Ses pieds trouvèrent vers la gauche un appui que, après quelques tâtonnements, il jugea être une petite plateforme. En empoignant la saillie d'une part, en s'étayant d'autre part sur la plateforme, il pouvait se passer d'autres soutiens. Quand il eut choisi la position qu'il estima la plus commode, il réussit à détacher le sac. Plus libre alors de ses gestes, il darda de toutes parts les raies de sa radiatrice.
La plateforme était assez large pour qu'un homme s'y tînt debout et même exécutât de faibles mouvements. Au-dessus, une rainure du roc permettait à la rigueur de fixer les crochets de l'échelle. Ensuite, l'ascension semblait praticable jusqu'à l'endroit d'où l'oasis était tombée. Au-dessous, rien que le gouffre avec des murailles verticales. « Je puis remonter, conclut le jeune homme, mais la descente est impossible. » Il ne songeait plus qu'il venait d'échapper à la mort. Seul le dépit de l'effort vain agitait son âme. Avec un long soupir, il lâcha la saillie et, s'accrochant aux aspérités, il réussit à s'établir sur la plateforme. Ses tempes bourdonnaient, une torpeur tenait ses membres et son cerveau. Son découragement était si lourd qu'il se sentait peu à peu succomber à l'appel vertigineux de l'abîme. Quand il se ranima, il promena instinctivement ses doigts sur la muraille granitique et s'aperçut de nouveau qu'elle se dérobait vers la moitié de sa hauteur. Il se baissa alors, il poussa un faible cri. La plateforme se trouvait à l'entrée d'une cavité que les raies de la radiatrice révélèrent considérable. Il eut alors un rire silencieux. S'il allait à la défaite, du moins n'aurait-il pas couru une aventure qui ne valait pas la peine d'être tentée. S'assurant qu'aucun outil ne lui manquait, et surtout que l'échelle d'Arcom était en bon ordre, il s'engagea dans la caverne. Elle étalait une voûte de cristal, de roches et de gemmes. À chaque mouvement de la lampe, des éclairs rebondissaient, mystérieux et féeriques. Les innombrables âmes des cristaux s'éveillaient à la lumière. C'était un crépuscule souterrain, éblouissant et furtif. Une grêle infinitésimale de lueurs écarlates, orangées, jonquilles, hyacinthes ou sinoples. Targ y voyait un reflet de la vie minérale, de cette vie vaste et minuscule, menaçante et profonde, qui aurait un jour le dernier mot avec le règne ferromagnétique. Dans ce moment, il ne la redoutait pas. Il considérait pourtant la caverne avec le respect que les derniers hommes vouent aux existences sourdes qui, ayant présidé aux origines, gardent intactes leurs formes et leurs énergies. Un vague mysticisme fut en lui, non point le mysticisme sans espérance des oasites déchus, mais le mysticisme qui conduisit jadis les cœurs hasardeux. S'il se défiait toujours des pièges de la terre, il avait du moins cette foi qui succède aux efforts heureux et qui transporte dans l'avenir les victoires du passé. Après la caverne, vint un couloir aux pentes capricieuses. Plusieurs fois encore, il fallut ramper pour franchir des passes. Puis le couloir reprit. La pente devint raide au point que Targ craignit un nouveau gouffre. Cette pente s'adoucit. Elle se fit presque aussi commode qu'une route, et le veilleur descendait avec sécurité lorsque les pièges reprirent. Sans que le couloir se fût rétréci ni en hauteur ni en largeur, il se ferma. Un mur de gneiss était là, qui luisait sournoisement aux lueurs de sa lampe. En vain, l'oasite le sondait en tous sens. Aucune grosse fissure ne se révéla. C'est la fin logique de l'aventure, gémit-il. L'abîme qui s'est joué des efforts, du génie et des appareils de toute l'humanité ne pouvait être favorable à un petit animal solitaire. Il s'assit, recrut de fatigue et de tristesse. La route serait dure maintenant. Abattu par la défaite, aurait-il seulement la force d'aller jusqu'au bout? Il demeura là longtemps, écrasé sous sa détresse. Il ne pouvait se décider à repartir. Par intervalles, il dardait sa lampe sur la muraille, blafarde. Enfin, il se releva. Mais alors, saisi par une sorte de fureur, il introduisit ses poings dans toutes les menues fissures. Il tira désespérément sur les saillies. Son cœur se mit à battre. Quelque chose avait bougé. Quelque chose avait bougé? Un pan de la paroi oscillait, avec un han sourd et de toute sa vigueur. Targ attaqua la pierre.
Elle bascula, elle faillit écraser l'homme. Un trou apparut, triangulaire. L'aventure n'était pas finie encore. Haletant, plein de méfiance, Targ pénétra dans le roc, courbé d'abord puis debout, car la fissure s'agrandissait à chaque pas, et il avançait dans une sorte de somnambulisme, s'attendant à de nouveaux obstacles, lorsqu'il crut revoir un gouffre. Il ne se trompait point. La fissure aboutissait au vide, mais vers la droite, une masse déclive se détachait, énorme. Pour y atteindre, Targ dut se pencher au dehors et se hisser à la force des poignets. La pente était praticable. Lorsque le veilleur eut parcouru une vingtaine de mètres, une sensation étrange le saisit, et découvrant son hygroscope, il le tendit sur le gouffre. Alors il sentit positivement le froid et la pâleur se déposaient sur son visage. Dans l'atmosphère souterraine, une vapeur flottait, invisible encore à la lumière. L'eau était venue. Targ poussa une clameur de triomphe. Il dut s'asseoir, paralysé par la surprise et la joie de la victoire. Puis l'incertitude le reprit. Sans doute, le fluide vivant était là, il allait apparaître, mais la déception serait plus insupportable s'il n'y avait qu'une source insignifiante ou une faible nappe. À pas lents, plein de crainte, le veilleur reprit sa descente. Les preuves se multiplièrent. Un miroitement s'apercevait par intervalles et brusquement, tandis que Targ contournait une saillie verticale, l'eau se révéla. Fin du chapitre 5. 6. Les ferromagnétos. 2 heures avant l'aube, Targ se retrouva dans la plaine, au bord de la crevasse où avait débuté son voyage au pays des ombres. Affreusement las, il contemplait au fond de l'horizon la lune écarlate, pareille à une fournaise ronde et prête à s'éteindre. Elle disparut. Dans la nuit immense, les étoiles se ranimèrent. Alors le veilleur voulut se remettre en route. Ses jambes semblaient de pierre. Ses épaules s'affaissaient douloureusement, et par tout son corps passait une telle langueur qu'il se laissa choir sur un bloc. Les paupières entrecloses, il revécut les heures qu'il venait de passer dans les abîmes. Le retour avait été épouvantable. Malgré qu'il eût pris soin d'accumuler les traces de son passage, il s'était égaré. Puis, déjà épuisé par les efforts précédents, il avait failli s'évanouir. Le temps semblait d'une longueur incommensurable. Targ était comme un mineur qui aurait passé de longs mois dans la terre cruelle. Tout de même, le voici revenu sur la surface, où vivent encore ses frères. Voici les astres, qui, à travers les âges, exaltèrent les rêves de l'homme. Bientôt l'aube divine va reparaître dans l'étendue. L'aube, balbutia le jeune homme. Le jour, il étendit ses bras vers l'Orient, dans un geste d'extase, puis ses yeux se refermèrent, et sans qu'il en eût conscience, il s'étendit sur le sol. Une lueur rouge le réveilla. Soulevant avec peine les paupières, il aperçut au fond de l'horizon l'orbe immense du soleil. « Allons, debout !» se dit-il, mais une torpeur invisible le clouait au sol. Ses pensées flottaient engourdi, la fatigue lui prêchait le renoncement. Il allait se rendormir lorsqu'il sentit un léger picotement par tout l'épiderme et il vit sur sa main, à côté des écorchures qu'il s'était faites aux pierres, des points rouges caractéristiques. « Les ferromagnétos » murmura-t-il, « ils boivent ma vie. » Dans sa lassitude, l'aventure ne l'effraya guère. C'était comme une chose lointaine, étrangère, presque symbolique. Non seulement il ne ressentait aucune souffrance, mais la sensation se révélait presque agréable. C'était une sorte de vertige, une griserie légère et lente qui devait ressembler à l'euthanasie. Soudain, les images d'Héré et d'Arva traversèrent sa mémoire, suivies d'un ressaut d'énergie. « Je ne veux pas mourir » gémit-il, « je ne veux pas !»
Il revécut obscurément sa lutte, ses souffrances, sa victoire. Là-bas, aux terres rouges, la vie l'attirait, fraîche et charmante. Non, il ne voulait pas périr. Il voulait voir longtemps encore les aurores et les crépuscules. Il voulait combattre les forces mystérieuses. Et rappelant sa volonté dormante d'un effort terrible, il tenta de se redresser. Et ça, c'est la fin du chapitre 6, et on passe tout de suite au 7, qui s'intitule « L'eau, mère de la vie ». Au matin, Arva ne soupçonna point l'absence de Targ. Il s'était surmené la veille. Sans doute, recru de fatigue, prolongeait-il son repos. Pourtant, après 2 heures d'attente, elle s'étonna, et elle finit par frapper à la cloison de la chambre que le veilleur avait choisie. Rien ne répondit. Peut-être était-il sorti alors qu'elle dormait. Elle frappa encore, puis elle poussa sur le commutateur de la porte. Celle-ci, en s'enroulant, découvrit une chambre vide. La jeune fille y entra et vit toutes choses disposées en bon ordre. Le lit d'Arcom était relevé contre la muraille, les objets de toilette intacts. Rien n'annonçait la présence récente d'un homme. Et quelque appréhension serra le cœur de la visiteuse. Elle alla trouver Mano. Tous deux interrogèrent les oiseaux et les hommes sans obtenir une réponse utile. C'était anormal, peut-être inquiétant, car l'oasis, après le tremblement de terre, demeurait pleine de pièges. Tang pouvait être tombé dans une fissure ou avoir été surpris par un éboulement. Plutôt est-il sorti de grand matin, fit l'optimiste Mano. Comme il est homme d'ordre, il aurait d'abord rangé sa chambre. Allons à sa découverte. Arva restait anxieuse. Les communications étant devenues incertaines et beaucoup d'ondifères ayant été renversés, les recherches n'avançaient point. Vers midi, Arva errait tristement parmi des décombres aux confins de l'oasis du désert lorsqu'un essaim d'oiseaux parut avec de longs cris. Targ était retrouvé. Elle n'eut qu'à monter sur l'enceinte, elle le vit qui venait, lointain encore, d'un pas lourd. Son vêtement était déchiré, des estafilades lui balafraient le cou, le visage et les mains, tout son corps exprimait la fatigue. Le regard seul conservait sa fraîcheur. « D'où viens-tu » cria Arava. Il répondit « Je viens de la terre profonde ». Mais il n'en voulut pas dire davantage. Le bruit de son retour s'étant répandu, ses compagnons de voyage vinrent au-devant de lui, et l'un d'eux lui ayant reproché d'avoir retardé leur départ, il repartit. « Ne me le reprochez pas, car j'apporte de grandes nouvelles. » Cette réponse surprit et choqua les auditeurs. Comment un homme pouvait-il apporter des nouvelles qui ne fussent à la connaissance des autres hommes ? De telles paroles avaient un sens jadis, lorsque la terre était inconnue et pleine de ressources, lorsque le hasard demeurait parmi les êtres et que les peuples ou les individus opposaient leur destin. Mais à présent que la planète est tarie, que les hommes ne peuvent plus lutter entre eux, et que toute chose est résolue par des lois inflexibles, que personne ne prévoit les périls avant les oiseaux et les instruments, ce sont des propos ineptes. De grandes nouvelles, répéta dédaigneusement celui qui avait fait les reproches. Êtes-vous devenu fou, veilleur ? Vous verrez bientôt si je suis devenu fou. Allons trouver le conseil des terres rouges. Vous l'avez fait attendre. Va et ramène celle que j'ai sauvée hier. Sa présence est nécessaire. Le grand conseil des terres rouges était réuni au centre de l'oasis. Il n'était pas au complet, plusieurs de ses membres ayant succombé dans le désastre. Rien n'annonçait la douleur, à peine la résignation dans l'attitude des survivants. La fatalité était en eux, présente comme la vie même. Ils accueillirent les 9 avec un calme presque inerte, et Simor, qui présidait, dit d'une voix uniforme « Vous nous apportiez le secours des hautes sources, et les hautes sources sont frappées elles-mêmes. La fin des hommes paraît très proche. Les oasis ne savent plus même quelles sont celles qui peuvent secourir les autres. »
Elles ne doivent même plus se secourir, ajouta Rem, le premier chef des eaux. La loi le défend. Il est équitable, lorsque les eaux ont tari, que la solidarité disparaisse. Chaque oasis réglera son sort. Targ s'avança au-devant des neufs et affirma « Les eaux peuvent reparaître ». Rem le considéra avec un mépris tranquille. « Tout peut reparaître, jeune homme, mais elles ont disparu. » Alors le veilleur, ayant jeté un regard au fond de la salle et aperçu la chevelure de lumière, reprit avec tremblement. Les eaux reparaîtront pour les terres rouges. Une réprobation paisible parut sur quelques faces. Tout le monde garda le silence. « Elles reparaîtront » s'écria Targ avec force, « et je puis le dire parce que je les ai vues. » Cette fois, une faible émotion, née de la seule image qui put agiter les derniers hommes, l'image d'une eau jaillissante, passa de proche en proche, et le ton de Targ, par sa véhémence et sa sincérité, fit presque naître un espoir. Mais le doute revint vite. Ses yeux trop vivants, ses blessures, le vêtement déchiré encourageaient les méfiances. Quoique rares, les fous n'avaient pas encore disparu de la planète. Simor fit un signe léger. Quelques hommes cernèrent lentement le veilleur. Il vit ce mouvement et en comprit la signification. Sans trouble, il ouvrit sa boîte à outils, saisit son mince appareil chromographique et, déroulant une feuille, il fit apparaître les épreuves qu'il avait prises dans les entrailles du sol. C'étaient des images aussi précises que la réalité même. Dès qu'elles eurent frappé les yeux des plus proches, les exclamations se heurtèrent. Un saisissement véritable, presque une exaltation, s'empara des assistants, car tous reconnaissaient le fluide, redoutable et sacré. Mano, plus impressionnable que les autres, clama d'une voix retentissante. Le cri, répercuté par les ondifères, se répandit au dehors. Une multitude rapide cerna le hall, l'unique délire qui pouvait encore soulever les derniers hommes. Enivra la masse. Targ se transfigura. Il fut presque Dieu. Les âmes, pareilles aux âmes anciennes, élevaient vers lui un enthousiasme mystique. Des faces déferlaient, des yeux mornes s'emplissaient de feu. Une espérance démesurée rompait le long atavisme de la résignation. Et les membres du Grand Conseil eux-mêmes, perdus dans l'être collectif, s'abandonnaient au tumulte. Targ seul pouvait obtenir le silence. Il fit signe à la foule qu'il voulait parler. Les voix s'éteignirent, la houle des têtes s'apaisa. Une attention ardente dilatait les visages. Le veilleur, se tournant vers cette lueur blonde qu'Héré mêlait aux chevelures sombres, déclara « Peuple des terres rouges ». L'eau que j'ai découverte est sur votre territoire. Elle vous appartient, mais la loi humaine me donne un droit sur elle. Avant de vous la céder, je réclame mon privilège. Vous serez le premier d'entre nous, dit Simor, c'est la règle. Ce n'est pas cela que je demande, répondit doucement le veilleur. Il fit signe à la foule qu'on lui livrât passage, puis il se dirigea vers Héré. Quand il fut près d'elle, il s'inclina et dit d'une voix ardente « C'est entre vos mains que je remets les eaux, maîtresse de mon destin. Vous seule pouvez me donner ma récompense. » Elle écoutait, surprise et palpitante, car de telles paroles ne s'entendaient jamais plus. Dans un autre moment, à peine si elle les eût comprises. Mais au milieu de l'exaltation des conseils, et avec la vision féerique des sources souterraines, tout son être se troubla. L'émotion magnifique qui agitait le veilleur se refléta sur le visage nacré de la Vierge. Chapitre 8, qui s'intitule « Et seuls survivent les terres rouges ». Dans les années qui suivirent, la terre n'eut que de faibles secousses.
Mais la dernière catastrophe avait suffi pour frapper de mort les oasis. Celle qui avait vu disparaître toute leur eau ne l'avait point reconquise. Aux hautes sources, elle avait tari pendant 18 mois, puis s'était évanouie dans les gouffres insondables. Seules les terres rouges avaient connu de vastes espérances. La nappe trouvée par Targ donnait une eau abondante et non moins impure que... La nappe trouvée par Targ donnait une eau abondante et moins impure que celle des sources disparues. Non seulement elle suffisait à l'entretien des survivants, mais on avait pu recueillir le faible groupe qui s'était sauvé à la dévastation et beaucoup d'habitants des hautes sources. Là s'arrêtait le secours possible. Une hérédité de 50 millénaires les ayant adaptés aux lois inexorables, les derniers hommes acceptaient sans révolte le jugement du destin. Il n'y eut donc aucune guerre. À peine si quelques individus tentèrent de fléchir la règle et vinrent en suppliant aux terres rouges, on ne pouvait que les rejeter. La pitié eût été une suprême injustice et une forfaiture. À mesure que s'épuisaient les provisions, chaque oasis désignait les habitants qui devaient périr. On sacrifia d'abord les vieillards, puis les enfants, sauf un petit nombre qui furent réservés dans l'hypothèse d'un revirement possible de la planète, puis tous ceux dont la structure était vicieuse ou chétive. L'euthanasie était d'une extrême douceur. Dès que les condamnés avaient absorbé les merveilleux poisons, toute crainte s'abolissait. Leur veille était une extase permanente, leur sommeil profond comme la mort. L'idée du néant les ravissait, leur joie croissait jusqu'à la torpeur finale. Beaucoup devançaient l'heure. Peu à peu, ce fut une contagion. Dans les oasis équatoriales, on n'attendit pas la fin des provisions. Il restait encore de l'eau dans quelques réservoirs, et déjà les derniers habitants avaient disparu. Il fallut 4 ans pour anéantir le peuple des hautes sources. Alors, les oasis furent saisies par l'immense désert. Les ferromagnétos occupèrent la place des hommes. Après la découverte de Targ, les terres rouges prospérèrent. On avait reconstitué l'oasis vers l'est, dans un territoire où la rareté des ferromagnétos rendait leur destruction plus facile. Les constructions, le défrichement, le captage des eaux se firent en 6 mois. La première récolte fut belle, la seconde merveilleuse. Malgré la mort successive des autres communautés, les hommes de l'oasis rouge vivaient dans une sorte d'espérance. N'était-il pas la peuplade élue, celle en faveur de qui, pour la première fois depuis 100 siècles, la loi implacable avait fléchi? Targ entretenait cet état des âmes. Son influence était grande. Il avait l'attrait des créatures triomphantes et leur prestige symbolique. Cependant, sa victoire n'avait impressionné personne autant que lui-même. Il y voyait une obscure récompense et plus encore une confirmation de sa foi. Son esprit d'aventure s'épanouissait. Il eut des aspirations presque comparables à celles des ancêtres héroïques. Et l'amour qu'il ressentait pour Hérée et les 2 enfants nés d'elle se mêlait de rêves dont il n'osait parler à personne, hormis sa femme ou sa sœur, car il les savait incompréhensibles aux derniers hommes. Mano ignorait ses fièvres. Sa vie restait directe. Il ne songeait guère au passé, moins encore à l'avenir. Il goûtait la douceur uniforme des jours. Il vivait auprès de sa femme, à Arva, une existence aussi insoucieuse que celle des oiseaux argentés dont les groupes chaque matin planaient sur l'oasis. Comme ses premiers enfants, à cause de leur belle structure, avaient été parmi les émigrants accueillis aux terres rouges, à peine si une mélancolie fugitive le saisissait en songeant au dépérissement des hautes sources. Au rebours, ce dépérissement tourmentait Targ.
Maintes fois, son planeur le conduisit à l'oasis natale. Il cherchait l'eau avec acharnement, il s'éloignait des routes protectrices, il visitait des étendues terribles où les ferromagnétos vivent la vie des jeunes règnes. Avec quelques hommes de l'oasis, il avait sondé 100 gouffres. Quoique les recherches demeurassent vaines, Targ ne se décourageait point. Il enseignait qu'il faut mériter les découvertes par des efforts opiniâtres et de longue patience. Fin du chapitre 8. Je lis le chapitre 9 pour clore ce deuxième épisode, et 10, 11, 12 dans le troisième. 9. L'eau fugitive. Un jour qu'il revenait des solitudes, Targ, du haut de son planeur, aperçut une foule près du grand réservoir. À l'aide de son télescope, il discerna les chefs des eaux et les membres du Grand Conseil. Quelques mineurs surgissaient des puits de captage. Un groupe d'oiseaux vint à la rencontre du planeur. Par eux, Targ sut que la source inspirait des inquiétudes. Il atterrit, vite enveloppé d'une foule frémissante qui mettait en lui sa confiance. Ses os se glacèrent lorsqu'il entendit Mano dire « Les eaux ont baissé ». Toutes les voix confirmaient la triste nouvelle. Il questionna Rem, le premier chef des eaux, qui répondit « Le niveau a été vérifié au bord de la nappe même. La baisse est de 6 mètres. » Entre tous, le visage de Rem était immobile. La joie, la tristesse, la crainte, le désir n'apparaissaient jamais sur ses lèvres froides, ni dans ses yeux pareils à 2 fragments de bronze et dont on voyait à peine la sclérotique. Sa science professionnelle était parfaite. Il possédait toute la tradition des capteurs de source. La nappe n'est pas immuable, remarqua Targ. C'est exact, mais les écarts normaux ne dépassent jamais 2 mètres, et jamais ces écarts ne furent brusques. Savez-vous avec certitude s'ils le sont maintenant? Oui. Les enregistreurs ont été vérifiés. Leur marche est normale. Ils ne décelaient rien encore ce matin. C'est vers le milieu du jour que la baisse a commencé. Elle a donc atteint plus d'1,50 m en 1 heure. Son œil minéral demeurait fixe. Sa main n'avait pas un geste. On voyait à peine remuer ses lèvres. Les yeux de Targ palpitaient comme son cœur. D'après les plongeurs, fit Rem, aucune fissure nouvelle ne s'est formée dans le lit du lac. Le mal vient donc des sources. On peut faire 3 hypothèses principales. Les sources sont obstruées, elles sont détournées de leur voie ou elles sont taries. Nous conservons une espérance. De sa bouche, le mot espérance tombait comme un bloc de glace. Targ dit encore « Les réservoirs sont-ils pleins ?» Rem eut presque un geste. « Ils le sont toujours, et j'ai donné l'ordre d'en creuser de supplémentaires. Avant 1 heure, toutes nos énergies seront en action. » Il en fut comme l'avait annoncé Rem. Les puissantes machines des terres rouges creusèrent le granit. Jusqu'à la première étoile, une stupeur régna sur l'oasis. Targ était descendu sous la terre. On y avait maintenant, à l'aide des galeries aménagées par les mineurs, un accès rapide et sans danger. À la lueur des phares, le veilleur considérait le site souterrain où le premier de tous les hommes il avait abordé. Il l'étudiait avec fièvre. 2 sources nourrissaient le lac. La première débouchait à 26 mètres de profondeur, la deuxième à 24 mètres. Les plongeurs avaient pu pénétrer dans l'une, mais à peine. L'autre se trouva trop étroite. Pour obtenir quelques notions complémentaires, on avait tenté des travaux dans le roc. Un éboulement fit naître des craintes. Le remaniement ne pouvait-il déterminer des fissures par où les eaux se perdraient? Agre, l'ancêtre du Grand Conseil, avait dit « Cette eau nous a été donnée par le désastre. Sans lui, elle nous fût demeurée inaccessible. Peut-être aussi a-t-il creusé sa route actuelle. N'exécutons point de travaux incertains. Il suffit que nous ayons mené à bonne fin ce qui était indispensable.
Cette parole ayant paru sage, on se résigna au mystère. Vers la fin du crépuscule, le niveau baissa plus lentement. Une onde d'espoir courut sur l'oasis, mais les chefs des eaux ni Targ ne partageaient cette confiance. Si la déperdition s'atténuait, c'est que le niveau était descendu au-dessous des plus grosses fissures d'écoulement. L'eau contenue actuellement dans le lac pouvait descendre à 4 mètres, et si les sources demeuraient inaccessibles, ce serait avec la provision des réservoirs toute l'eau possédée par les derniers hommes. Toute la nuit, les machines des terres rouges creusèrent les nouveaux réservoirs. Toute la nuit aussi, l'eau, mère de vie, ne cessa de se perdre dans les abîmes de la planète. Au matin, le niveau était descendu à 8 mètres, mais 2 réservoirs étaient prêts qui reçurent rapidement leurs provisions. Ils absorbèrent 3000 mètres cubes de liquide. Leur remplissage abaissa encore le niveau. On vit apparaître l'orifice de la première source. Targ y pénétra avant tout le monde et s'aperçut que le sol avait subi des transformations récentes. Plusieurs crevasses s'étaient formées. Des masses de porphyre obstruaient le passage. Il fallait provisoirement renoncer à définir le désastre. Une seconde journée passa, funèbre. À 5 heures, l'écoulement souterrain et le remplissage d'un réservoir abaissèrent les eaux à la hauteur de la seconde source, dont l'orifice avait complètement disparu. À partir de ce moment, la perte cessa. Il devint presque inutile de hâter la construction de nouveaux réservoirs. Rem n'en persista pas moins à terminer sa tâche, et pendant 6 jours, les hommes et les machines de l'oasis travaillèrent. À la fin du 6e jour, Targ, harassé et le cœur fiévreux, méditait devant sa demeure. Des ténèbres argentées enveloppaient l'oasis. On apercevait Jupiter. Une demi-lune aiguë fendait l'éther. Sans doute, la grande planète aussi créait des règnes qui, après avoir connu la fraîcheur de la jeunesse et la force de l'âge mûr, se mourraient de pénurie et d'angoisse. Hérée était venu. Dans un ray de lune, ses grands cheveux semblaient une lumière douce et tiède. Targ l'attira près de lui. Il murmura: « Je vais retrouver auprès de toi la vie des temps antiques. Tu étais le rêve des genèses. Rien que de sentir ta présence, je croyais aux jours innombrables. Et maintenant, Hérée, si nous ne retrouvons pas les sources, ou si nous ne découvrons aucune eau nouvelle, dans 10 ans, les derniers hommes auront disparu de la planète. » 12 chapitres, environ 90 pages, 30 pages par épisode. Eh bien, on se retrouve au suivant. Quelle beauté, quelle beauté.